Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on passe en revue deux publications de concurrents de Téléperformance. Il s'agit de Titech Holdings et de TELUS. Donc Titech, c'est une société texane et TELUS, ce sont des Canadiens. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va passer en revue cet article ensemble. Allez, on commence par les résultats de Titech Holdings. Donc, le 8 mai, Titech Holdings a publié des résultats en amélioration pour le premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires atteint 534,2 millions de dollars, en baisse de 7,4% par rapport aux 576,6 millions de l'année dernière, impacté par un effet de change négatif de 6 millions de dollars. Titech Digital recule de 3,6% à 108 millions de dollars et Titech Engage de 8,3% à 426,2 millions. Donc on est plutôt en décroissance sur Titech et le marché est en croissance, donc on perd des parts de marché. Les marges progressent. Le résultat opérationnel GAAP, donc GAAP c'est Generally Accepted Accounting Principle, c'est la norme comptable américaine, s'élève à 24,2 millions de dollars, soit un taux de marge de 4,5%, contre 22,7 millions au T1 2024, soit un taux de marge de 3,9%, bénéficiant d'un effet de change positif de 4,2 millions de dollars. Le résultat opérationnel non GAAP, donc ça c'est le résultat opérationnel ajusté, atteint 41,5 millions de dollars, soit 7,8% de taux de marge d'EBITDA, soit plus 120 points de base. Et l'EBITDA ajusté croît à 56,4 millions, soit 10% de taux de marge, contre 54,9 millions en 2024. Bon, marge en amélioration, ça c'est positif. En revanche, plus inquiétant, l'endettement net augmente à 881 millions de dollars contre 865 en 2024, avec une dette brute de 966,6 millions de dollars et une trésorerie de 85 millions. Le levier financier mesuré par le ratio dette nette sur EBITDA ajusté, annualisé, donc on prend le EBITDA x4. Alors est-ce que c'est juste de faire ça? Peut-être pas, parce qu'il y a de la saisonnalité, mais bon. Ce levier, il s'établit à environ 3,9 fois l'EBITDA, reflétant une légère hausse par rapport à 2024. Bon, c'était déjà 3,9 en fait, donc très légère hausse. Mais bon, là, je vous ai mis la dette nette calculée par Coifin. Lui se base sur l'EBITDA. Alors, ça n'existe pas l'EBITDA GAAP, mais sur sa manière de calculer l'EBITDA, d'après l'outil, on serait plutôt à 4,3 fois l'endettement net au premier trimestre. Donc, alors 4,3 fois l'EBITDA en termes de dette nette. Donc, c'est le problème de ce dossier. Ce dossier est beaucoup trop endetté et la dette n'a cessé d'augmenter. En général, la dette augmente quand la rentabilité baisse. La rentabilité baisse quand on perd les parts de marché. Donc, c'est corroboré par le fait qu'on a une baisse du chiffre d'affaires, qu'on a une baisse de rentabilité et du coup, on a une hausse de l'endettement. Le résultat net GAAP s'envole à 3,2 millions de dollars, soit un taux de marge net de 0,6% contre 0,5 millions en 2024, soit un taux de marge net de 0,1%, donc quasiment rien. En non-GAAP, il atteint 13,6 millions, soit un taux de marge net de 2,6%. Les free cash flow passent à 16,2 millions de dollars contre moins 29 moins 29 en 2024, au T1 2024, porté par un flux opérationnel de 21,6 millions. Donc, bon, au moins, le flux de trésorerie opérationnel est en augmentation et positif. Donc, ça, au moins, c'est un point d'amélioration. Voilà. Puisqu'à l'époque, ils étaient à moins 15,6 millions. Le management réaffirme ses prévisions 2025 avec un chiffre d'affaires attendu entre 2 milliards et 2 milliards 64 millions, un EBITDA ajusté de 215 à 235 millions, soit un taux de marge entre 10,7 et 11,4, et un résultat opérationnel non GAAP de 154 à 174 millions de dollars, soit un taux de marge de 7,6 à 8,4%. Bon, ça serait des taux de marge en amélioration quand même. C'est pas mal. Bon, pour seule perspective, le management indique que face aux incertitudes économiques et commerciales, Titech mise sur ses solutions numériques et son agilité pour maintenir sa trajectoire, blablabla. Donc ça, c'est un peu du pipeau. Pour rappel, et là, c'est pas dans le communiqué évidemment, l'entreprise est sous le coup d'une OPA. En fait, son fondateur, qui détient déjà beaucoup, et plus de 50% de la société, a fait une OPA de 6,85 dollars par action. Et à l'heure actuelle, le cours cote à 5 dollars. Donc la prime reste significative. Ça veut aussi dire que le marché doute de la conclusion de cette offre. Et pourquoi? En fait, c'est que comme le dossier est
trop endetté, peut-être que le fondateur, il va finalement annuler son offre et terminer, hein, la boîte va aller se planter, quoi. Bon, on voit que l'entreprise arrive à surnager. Alors pas en termes de croissance, hein, ça reste faible, mais en termes d'augmentation de marge. Donc ça nous dit que le marché reste très compétitif. On voit que Titech perd des parts de marché. Est-ce que c'est au profit de Téléperformance et Concentrix qui sont leaders? Point d'interrogation. Mais vu que les deux sont en croissance, je le pense. À la publication, le cours de Titech a bondi de 25%. Et ça, c'est très spéculatif. C'est ce qui arrive quand en fait une entreprise est très proche de son seuil de rentabilité, hein. Mettons que vous fassiez 1 centime de bénéfice par action et que d'un coup vous fassiez 2 centimes de bénéfice par action, ah ben, en fait, à multiple constant, le cours de l'action va doubler. Donc en fait, c'est ce qui se passe ici. Ça ne veut pas dire que la société est tirée d'affaire, hein. Donc pour moi, ça, c'est une hausse plutôt spéculative sur Titech Holdings. Allez, ensuite, on passe sur TELUS International. Donc, le 9 mai, TELUS International a publié ses résultats du premier trimestre 2025. Donc, l'entreprise affiche des résultats en ligne avec les attentes, malgré un contexte macroéconomique volatile. Les revenus atteignent 670 millions de dollars canadiens, donc ça fait 465 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport aux 657 de 2024. Au moins, il y a de la croissance chez TELUS. Donc, l'entreprise est portée par la croissance des services d'IA et de solutions numériques et de l'expansion auprès de clients existants, dont TELUS Corporation est un géant des médias, est un géant des médias sociaux, hein. Donc ça va être Facebook, Instagram, etc. Donc bon, là-dessus, ils arrivent à maintenir et donc TELUS Corporation, c'est la maison mère, hein. Donc facile d'avoir des hausses des hausses de chiffre d'affaires grâce à la maison mère. Mais par contre, gagner des contrats chez un géant des réseaux sociaux, c'est pas si mal, hein. Ça veut aussi dire que ces géants des médias sociaux, ils n'ont pas d'algorithmes d'IA qui font la modération, hein, pour l'instant. Donc, ça veut dire que le marché n'est pas encore forcément menacé. Cette progression est freinée par une baisse chez certains clients technologiques et e-commerce et un effet de change défavorable de 1%. La rentabilité recule, donc ça c'est un point négatif. La perte nette s'élève à 25 millions de dollars canadiens, soit ça fait un taux de marge net de moins 3,7%. Donc ça c'est pas bon, hein, alors qu'on était en positif au T1 2024. Et on avait un bénéfice net de 28 millions à l'époque. Bon, voilà, pas incroyable, hein. Et ça, c'est à cause d'une hausse des dépenses d'exploitation, salaire, rémunération en actions, etc. Donc, pas ouf, c'est-à-dire que ça dérape un peu sur la gestion des opérations. Le bénéfice net ajusté chute à 17 millions de dollars canadiens contre 65 millions au T1 2024 et l'EBITDA ajusté à 90 millions contre 153 millions à l'époque. Donc, voilà, les opérations, ça dérape chez TELUS International. Donc, il y a un problème au niveau de la gestion des opérations. L'endettement net baisse légèrement à 1,115 milliard de dollars canadiens contre 1,143 milliard de dollars canadiens fin 2024. Mais le ratio dette-net ajusté grimpe à 3,4 fois, signalant une légère détérioration du levier financier. Bon, je vous ai mis ici l'endettement de TELUS, hein, mais c'est pareil que sur Titech, hein. Bon, sur Titech, c'est encore plus une explosion de la dette. Sur TELUS, on s'est bien endetté depuis entre 2021 et 2023, mais là, ça réexplose à nouveau. Et donc, c'est le signe d'une entreprise qui voit sa rentabilité se dégrader. Là aussi, les flux de trésorerie disponibles s'effondrent à 41 millions de dollars contre 107 millions en 2024, impactés par les dépenses d'exploitation et d'investissement accrues. Ils continuent à investir dans l'appareil productif, mais la croissance elle reste un peu faible, hein. Et surtout subit des décalages de paiement clients. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on perd du pouvoir de faire payer ses clients plus rapidement que nous, on doit payer nos fournisseurs. Et donc ça augmente le BFR défavorablement. Et c'est pas bon, ça fait baisser les cash flows opérationnels, évidemment. Le management réitère ses perspectives 2025, visant une croissance organique des revenus d'environ 2% et un EBITDA ajusté de 400 millions de dollars. Et par contre, c'était 481 en 2024, hein, donc baisse de la marge d'EBITDA, du taux de marge d'EBITDA en 2025. Hein. Et vise un BPA dilué ajusté de 32 dollars canadiens par action. Un BPA, c'est dollars par action, c'est déjà par action. Alors, confiant, il mise sur une diversification des services, l'innovation en IA et l'optimisation des coûts pour contrer la volatilité tout en renforçant sa position comme partenaire clé pour la transformation numérique des clients. Là aussi, pipo, hein, on va voir s'ils arrivent vraiment à regagner des parts de marché parce que là, c'est pas flambant au niveau de la rentabilité. Donc, rien de flambant dans cette publication. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la croissance quand même revient.
Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation, mais les marges baissent donc c'est pas incroyable, hein. Et en fait, j'avais oublié que TaskUs, un autre concurrent de Téléperformance, Concentrix et compagnie, publiait également ses résultats aujourd'hui, le 9 mai. Donc, on va passer en revue cette publication. Le même jour, donc le 9 mai, TaskUs a publié ses résultats du premier trimestre. L'entreprise affiche une très bonne performance au premier trimestre 2025, consolidant sa position de leader dans les services numériques externalisés. Les revenus s'élèvent à 278 millions de dollars en hausse de 22% par rapport aux 227 de 2024, dépassant les prévisions de 5,8 millions de dollars. Cette croissance est portée par 3 lignes de services, avec une progression fulgurante de plus de 50% pour les services d'IA, la plus forte, et un rythme soutenu de plus de 30% pour la confiance et sécurité, trust and safety, modération de réseaux sociaux, pour le 5e trimestre consécutif. Je vous ai mis ici les taux de croissance de TaskUs. On a quand même eu des périodes où on était en décroissance en rythme annualisé, mais au final, on semble avoir bien être en train de rebondir, puisque là, on est sur du 7,6 en 12 mois glissants à décembre 2024, et sur le premier trimestre, là, on est à 22%. Donc la croissance est revenue. L'effectif bondit à 61 400 collaborateurs, donc plus 2400 depuis fin 2024. Les marges s'améliorent. Le bénéfice net atteint 21,1 millions de dollars, soit un taux de marge de 7,6%, plus 250 points de base, contre 11,7 en 2024, soit 5,1, taux de marge de 5,1%, soit un bond de 85% également. Le bénéfice net ajusté grimpe à 35,9 millions d'euros, de dollars, contre 27,3 millions en 2024. L'EBITDA ajusté s'établit à 59,3 millions, soit un taux de marge d'EBITDA de 21,3% contre 50,6 millions, soit un taux de marge de 22,2% au T1 2024. Donc on a baissé de 90 points de base. Cela dit, c'est quand même un taux de marge d'EBITDA qui est élevé en absolu, Donc ils ont dépassé les attentes de 130 points de base. Le BPA, bénéfice par action dilué, passe de 13 centimes à 23 centimes de dollars, et le BPA ajusté de 30 centimes à 38 centimes de dollars, soit une hausse de 26,7%. C'est quand même pas mal. L'endettement net diminue à 56 millions de dollars, soit 38,9 millions d'euros, mais ça n'a pas d'intérêt ici, contre 64 millions fin 2024. Donc une dette totale, une dette brute de 252,9 millions, moins la trésorerie de 196,9 millions. Reflétant une gestion prudente, le levier financier est très faible, à moins de 0,5 fois. C'est normal, vous êtes très rentable dans un marché qui est atone, qui n'a pas de croissance, donc vous dégagez du flux, ça qui permet de vous désendetter. Si vous êtes bien géré, évidemment. Si vous n'avez pas pompé tout en dividendes dans l'intervalle. Les flux de trésorerie opérationnels reculent à 36,3 millions de dollars contre 51,2 en 2024, impactés par les investissements accrus, donc une dépense à capital élevée. Les flux de trésorerie disponibles, les free cash flow, chute de 21 à 21,8 millions contre 47,6 millions, avec un taux de conversion de l'EBITDA ajusté à 36,8% contre 94,1% au T1 2024. Donc là, l'EBITDA, on est loin de le convertir en free cash flow. La rémunération des actionnaires inclut des rachats d'actions pour 9,7 millions de dollars contre 2,6 en 2024. Et le management, surprise, ne fournit pas de perspective 2025 en raison d'un accord de rachat par Blackstone et les cofondateurs Bryce Maddock et Jasper Ware annoncés le même jour, visant à privatiser TaskUs d'ici fin 2025 sous réserve des approbations réglementaires et des actionnaires. Et oui, donc on sort aussi TaskUs de la cote comme TTEC Holdings. Mais c'est pas du tout le même profil. TTEC, ça peut foirer la sortie de cote, vu qu'on est sur une prime on est sur une OPA à 6,85 dollars et on a un cours actuellement à 5 dollars. Donc le marché doute que ça marche et pense que la boîte va se planter. Par contre, sur TaskUs, on est sur du 16 dollars par action, 16,5 par action, et à la rédaction de cet article, on a une cotation qui est au-delà de ces 16 dollars par action, on a 16,77. Donc le marché du coup pense que l'OPA va réussir, mais trouve que la prime n'est pas généreuse à mon avis, parce que là on est sur 15% de prime. Mais je pense que en fait ils ont fait une offre de radin un petit peu, donc c'est les cofondateurs et Blackstone, parce que en fait ils se disent que les actionnaires ils sont lassés de détenir des actions de ce secteur-là qui est très sous-évalué par le marché. Et donc ils vont se dire on fait une OPA de radin et ça risque de passer. Et après du coup ils seront plus tranquilles en sortant la boîte de la bourse.
Donc, conclusion, le marché reste difficile quand même pour les acteurs, hein. Taskus est quand même un acteur qui est bien mieux positionné que tous les autres, hein. Mais ils ont, une verticale, enfin un segment de marché un segment d'activité qui est très performant et donc du coup, ils priment de valorisation. Mais si on regarde les autres, donc là, Taskus est valorisé à 8,6 fois l'EBITDA en VE sur EBITDA. Donc, bon, c'est quand même une prime par rapport aux autres, mais normal, hein, Taskus a, une meilleure croissance que, tous les autres acteurs. Si on regarde, Titex, c'est 5,6 fois, Téléperformance 5,1 fois, TELUS International, c'est 5 fois. Donc, en fait, on comprend pourquoi on sort, Titech et Taskus de la bourse, hein. Le marché est radin et ne croit pas en ces entreprises. Donc, les managers et les fondateurs et les actionnaires, ils se disent: «Bon, autant sortir, hein, la boîte de la bourse, hein, puisqu'elle n'en veut pas». Donc c'est ce qui se passe et moi ce que je mets, c'est que, l'industrie, ça sera uniquement sauvé par un retour de la croissance. Est-ce qu'il y aura un retour de la croissance à court terme? Moi, je le pense, mais je peux me tromper, hein, mais je le pense. Je pense que le marché est trop pessimiste. À moyen terme et à long terme, je pense que l'industrie est quand même condamnée par l'IA, hein, sauf s'ils s'y mettent, aussi, très rapidement. Ce que semble faire Téléperformance avec des plans d'investissement et des partenariats dans l'IA, mais, pour l'instant, la croissance reste un peu faible. J'espère que cette mise à jour du secteur de l'expérience client vous a intéressé. C'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.